Bonsoir à tous, merci d'être fidèles aux après-midi de la Tech. Nous sommes très ravis cet après-midi de vous parler en direct des locaux de l'Institut supérieur d'informatique, un de nos partenaires dans le cadre de cette série de panels en ligne que nous animons depuis 10 mois aujourd'hui. Panel stratégique avec un partenaire stratégique évidemment pour cette session parce que l'Institut supérieur d'informatique a mis en place tout un ensemble de studios pour nous permettre de vous parler à partir de ces locaux et ça nous fait énormément plaisir. Nous aurons tout à l'heure le vice-président de l'Institut supérieur d'informatique, Thierno Birahim Samb, qui est avec nous dans ce panel pour nous en parler un peu. Merci infiniment à tous les panélistes de renom qui ont accepté de répondre à notre invitation cet après-midi. Ibrahim Noureddine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000, qu'on ne présente plus évidemment au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde, pour le respect et la considération qu'on lui voue. Et ça me permet en même temps de le remercier encore une fois parce que, évidemment, Gaïndé 2000 est un des partenaires stratégiques de ces après-midi de la tech. Docteur Fallou Ndoye est aussi avec nous. Il représente Subdeco, dont nous avions reçu déjà dans nos émissions antérieures le président, directeur général, que l'on remercie évidemment. Et à côté de Subdeco, nous avons évidemment l'ISM avec monsieur Mohamed Sangari qui représente le directeur général Abdou Diouf, qui n'est pas l'ancien président de la République. Et évidemment, ça fait plaisir. À côté de ces importantes personnalités, nous avons l'école supérieure multinationale des télécoms, Adamou, que je remercie, le directeur général qui représente son école dans cette série de panels. Et lorsque j'ai mis l'infographie, évidemment, tout le monde m'a dit, notamment des Sénégalais de l'étranger, que, mais Ousmane, on attend de voir l'école supérieure multinationale des télécoms, évidemment pour le rôle historique que l'on connaît et que joue cette école au niveau du Sénégal, mais également à l'étranger, parce qu'on parle bien sûr d'école supérieure multinationale des télécommunications. À côté de ces acteurs, nous avons Abdou Fall, dont c'est la première participation à cette série de panels. Abdou Fall, dont je fais la connaissance aujourd'hui, est le directeur de la formation professionnelle au ministère qui porte le même nom. Parce qu'évidemment, quand on parle de la thématique de cet après-midi, on ne peut pas ne pas parler du rôle que joue Abdou Fall et le département pour lequel il travaille au niveau du Sénégal. Je remercie également, j'ai mentionné son nom, en démarrant ce panel, M. Thierno Birahim Samb, qui est le vice-président du groupe Institut supérieur d'informatique, mais également qui assure tout ce qui est relation avec les entreprises, parce que ça fera partie de ce panel, comment les entreprises aujourd'hui, comment les écoles arrivent à avoir un pont avec les entreprises, façon de ne pas seulement tout baser la formation sur la théorie, mais il faut également préparer j'allais dire les journalistes, mais non, parce que je suis journaliste, préparer les étudiants, parce qu'après tout, ils doivent sortir, ils doivent être opérationnels sur le marché du travail. Comme premier tour de table, parce que nous n'oublions pas que nous sommes en pleine pandémie, en pleine deuxième vague du coronavirus. Je démarre par Adamou, directeur général de l'École supérieure multinationale des télécoms. En une minute, Adamou, comment est-ce que votre école se réajuste dans cette période marquée par la COVID-19? Bonjour Ousmane, bonjour chers panélistes, bonjour chers participants. C'est un grand honneur pour moi de participer à ce panel de haut niveau. Effectivement, nous, au niveau de l'SMT, on a eu la chance et cette vision d'anticiper le Covid dans le sens où nous avons eu à investir énormément dans les infrastructures. Comme vous le savez, l'ADN de l'ESMT, ce sont les infrastructures, ce sont notre capacité aujourd'hui de résilience. Donc, nous avons su vraiment investir dans les équipements, dans les infrastructures, ce qui fait qu'avec l'arrivée du Covid, puisque les formations digitales s'imposent, on a basculé la totalité de nos cours sur les infrastructures, donc sur les plateformes. Merci beaucoup Adamou, directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Docteur Fallou Ndoye. Oui, merci Ousmane. Bonjour à tous les panélistes. Pour rebondir en fait à cette question, donc déjà il faut savoir qu'au niveau du groupe Subdeco,
Il y a déjà, Subdeco, en fait, c'est une école de commerce qui est organisée en pôle de formation. Donc, parmi les pôles, bon, on a déjà le pôle management, le pôle sciences économiques et des gestions, il y a le pôle transport et logistique, mais aussi il y a un pôle School of Engineering and Technology. Et au niveau en fait de ces pôles-là aussi, on a un pôle e-learning, donc qui est spécialisé sur les formations en fait en ligne. Donc c'est Oui, ce qui vraiment a permis au groupe de basculer en fait assez facilement en ligne lorsque vraiment voilà il y a eu disons la Covid et oui. qu'on était obligé disons de passer disons au distanciel. Donc, ça a été vraiment facilité par l'existence en fait de ce pôle e-learning, donc avec, disons, avec des responsables et en coordination avec l'équipe IT. Donc, vraiment, voilà, on n'a pas eu de soucis pour basculer en fait en ligne et maintenir les enseignements, en fait, la continuité des enseignements. Merci, merci beaucoup, beaucoup, docteur Fallundo. Je rappelle que vous êtes le monsieur pôle numérique du groupe Subdeco. Après vous, monsieur Mohamed Sangaré, qui va se présenter par rapport à l'ISM, mais dont je vous rappelle qu'il représente le directeur général Abdou Diouf dans ce panel. Merci Ousmane, bonjour à tous, bonjour chers panélistes et chers participants. Comme vient de dire Ousmane, mon nom c'est Mohamed Sangaré. Je suis support IT et IT manager à l'école d'ingénierie digitale campus du groupe ISM. Alors, je représente le directeur Abdou Diouf et merci vraiment à vous de m'avoir reçu. Donc, en ce qui concerne ISM pour la transition, elle n'a pas été très compliquée parce que les infrastructures étaient déjà là, étaient déjà présentes, mais la COVID est venue tout simplement changer la donne pour pousser les gens à aller un peu plus rapidement. Donc, à travers non seulement son école d'ingénieur et digital campus, où les programmes digitaux étaient déjà présents, et assez rapidement, en 2 semaines, Oui. à peine, on a pu aller directement en ligne. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, représentant du directeur général de l'ISM, monsieur Abdou Diouf, qui n'a pas pu nous rejoindre finalement, mais ce qui compte, c'est que l'ISM est au rendez-vous et ça nous fait plaisir. En attendant d'avoir Thierno Samb, vice-président du groupe EASY, la parole à monsieur Ibrahim Noureddine Diagne. Évidemment, je l'ai expliqué en préparant cette émission, que Ibrahim Noureddine Diagne ne dirige pas d'école de formation, mais en le conviant à ce panel, c'était une manière de lui rendre hommage pour son engagement pour l'éducation et la formation au niveau du Sénégal, et en atteste ce concours d'ailleurs dédié à tout ce qui est innovation pour les startups lancé par Gaïné 2000. Ibrahima, peut-être un mot sur ce concours-là déjà, vous en êtes où? Oui, donc bonjour à tous, merci Ousmane. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'édition 2020 Oui. et il risque de ne pas y avoir une édition 2021. Donc, nous allons essayer de voir comment reformater la démarche parce que le contexte de la pandémie est peut-être sans doute quelque chose qui va durer plus longtemps que prévu. Donc, voilà pour le concours. Mais avec des partenaires comme l'ADER, avec lesquels nous travaillons, la continuité de cet engagement pour soutenir l'entrepreneuriat à partir des écoles de formation continue, puisque nous travaillons avec beaucoup de proximité avec l'ADER, qui est d'ailleurs le parrain de la dernière promotion. Donc voilà, ça, on continuera à le faire, peut-être sous un format différent. Merci beaucoup Ibrahim Noureddine Diagne, et vraiment encore une fois nos sincères remerciements pour tout ce que vous faites pour l'innovation au Sénégal, ailleurs en Afrique et ailleurs dans le monde. La parole à présent à Dr Fallundo. En fait, je fais un deuxième tour de table. Docteur, actuellement, parlez-nous un peu de votre offre de formation au métier du numérique, actuellement à Subdeco. La palette, détaillez-nous là un peu. On trouve quoi comme offre de formation chez vous en lien avec le numérique? Oui, Ousmane, au niveau du groupe Subdeco, en fait, comme je viens de le dire, en fait, il y a une organisation en pôle. Donc, on a le pôle numérique, donc regroupant l'ensemble de nos formations, en fait, dans le domaine du numérique.
Donc, je veux dire par là, en fait, les formations techniques, parce qu'on va y revenir. Le numérique n'est pas que technique. Il y a d'autres aspects, en fait, du numérique. On trouve des métiers qui ne sont pas forcément techniques au niveau du numérique. Mais au niveau du pôle School of Engineering and Technology, on y retrouve quand même l'ensemble des formations techniques du groupe. Et ces formations-là, en fait, c'est des formations en bachelor, en master, mais aussi des formations, en fait, d'ingénieurs qu'on retrouve, en fait, au niveau de de ce pôle-là. Et ces formations-là aussi, en fait, couvrent, en fait, plusieurs axes, disons, métiers. Donc, parmi les axes métiers, je peux citer, en fait, le génie logiciel. Donc, notamment le développement d'applications, donc avec tous les métiers qu'on peut retrouver à l'intérieur, notamment des métiers comme, disons, la conception, le développement en tant que tel, l'intégration, en fait, disons, des solutions, des tests, etc. Donc, il y a aussi un autre axe, en plus de l'axe génie logiciel, il y a un axe aussi, en fait, réseau, infrastructure et sécurité, en fait. Donc, toute la partie, en fait, réseau, en fait, d'une entreprise, donc, où nous formons, en fait, des administrateurs réseau et système. On a aussi des experts en sécurité, en cybersécurité, mais aussi, en fait, disons, des experts, en fait, en cloud computing qui gèrent, en fait, toute l'infrastructure d'une entreprise. Et toujours sur les axes de formation que nous retrouvons au niveau de cette school-là, donc nous avons aussi l'axe, en fait, des sciences de données et aussi de l'intelligence artificielle. Oui. Parmi, en fait, au niveau de ce pôle, de cet axe, excuse-moi, donc on y forme aussi des data scientists à travers notre école d'ingénieurs EPIDA Dakar, que nous avons en partenariat avec EPIDA Paris, qui est une école d'ingénieurs en France. Donc, l'axe data science et intelligence artificielle permet de former des data scientists, aussi des experts et des ingénieurs en intelligence artificielle. Et en plus des axes que je viens de citer, il y a aussi un autre axe qui concerne, en fait, le management IT, donc avec des profils hybrides, donc qui sont plus dans la gestion des systèmes d'information. On forme par exemple des chefs de projet, donc à travers des formations telles que des formations de MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, où nous avons des profils qui sont hybrides. Et récemment, nous avons aussi lancé une co-construction avec un bachelor que nous avons lancé avec un de nos partenaires, Institut Mines Télécom. Donc, le bachelor Innovation Management Technologie Numérique, qui permet aussi d'avoir des profils hybrides, donc qui ont une double compétence en management, mais aussi une compétence technique, mais avec la particularité, en fait, d'avoir beaucoup plus de technologie, en fait, au niveau de ce bachelor, notamment des objets connectés, de l'IoT précisément aussi, et surtout, en fait, de l'intelligence artificielle et aussi des big data. Maintenant, à niveau licence, donc à niveau intermédiaire. Donc, l'objectif, c'est de former des cadres intermédiaires qui ont la capacité, en fait, d'accompagner les entreprises dans leur projet de transformation digitale. Donc, bref, pour résumer, on a quand même toute la panoplie, en fait, du numérique que nous regroupons au niveau de cette school, allant d'une formation bachelor, d'une formation master ou bien d'une formation en cycle d'ingénieur. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir des formations personnalisées, bien des formations de métier que selon en fait, le besoin, on peut, en fait, disons, personnaliser ou bien concevoir un programme adapté à un besoin bien défini. Donc, merci. Merci beaucoup à Dr Falondoy, toutes nos excuses. Après vous, on reviendra vers Thierno Birahim Samb, vice-président du groupe Easy tout à l'heure. Et puis, on n'oublie pas non plus le directeur de la formation professionnelle qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous cet après-midi, M. Abdou Fall. Mais avant, un détour par Mohamed Sangaré de l'ISM. Chez vous, c'est comment l'offre de formation? Elle se décline comment? Bonjour à tout le monde et encore une fois, merci pour cette invitation. Alors, à ISM, étant organisé en campus,
Moi, je relève de l'école d'ingénieurs et Digital Campus du groupe IESE. Alors, comme son nom l'indique, dans ce pôle, il y a deux grands groupes. Il y a un premier catalogue de programmes qui donne les métiers du numérique et un deuxième catalogue qui va aller vers les métiers d'ingénierie. Alors, c'est que ces programmes sont répartis entre la licence et le master et aussi le MBA, certains MBA. En licence, on peut citer par exemple tout ce qui est électronique, technologie, système embarqué. Donc ça forme les étudiants à quoi? À faire des objets connectés, des objets intelligents. Je peux aussi citer toujours en licence les étudiants qui sont formés en génie logiciel et réseau système, qui sont spécialistes dans la création de logiciels, la création de solutions digitales et aussi la gestion et la mise en place de tout ce qui est réseau informatique et télécom. Entre autres, il y a aussi le CPD qui relève de Digital Campus, chef de projet digital, que eux sont vraiment spécialisés dans l'analyse d'une offre digitale, mettre en place des projets digitaux et les piloter de bout en bout. Donc, avec notre partenaire Digital Campus de la France, qui est le chef dans tout ce qui est les métiers du web, il nous permet de piloter cela. En master, nous pouvons parler par exemple du Big Data et Data Strategy, qui forment aussi des étudiants dans ce sens, et du UX Design et Marketing Digital Brand Content. Entre autres, voici quelques formations. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, du côté de l'ISM. Maintenant, Thierno Birahim Sam nous rejoint, vice-président du groupe EASY. Bonjour Thierno. Bonjour Ousmane, bonjour chers panélistes. Merci beaucoup Ousmane pour cette présentation. Tout d'abord, j'aimerais remercier les co-panélistes qui sont avec nous. Thierno Birahim, on ne vous entend pas encore. Merci de rallumer ou d'allumer votre micro et votre vidéo. Voilà, c'est parfait. Là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, parfait. Merci Ousmane. Donc, je disais, je remercie avant tout mes co-panélistes. Donc, il y a M. Diouf qui a été représenté aujourd'hui, je pense. M. Ndoye de Subdeco. Je remercie aussi M. Gagne de Gaindé 2000, l'administrateur général. En tout cas, Ousmane, c'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui de partager ce panel si important. D'accord. Moi, c'est Thierno Birahim Samb. Je suis chargé de partenariat pour le groupe EASY, d'accord, école entreprise. Je suis aussi chef de département réseau et système de EASY Dakar et parallèlement, comme vous l'avez si bien dit, vice-président du groupe EASY. Donc, voilà Ousmane. Donc, en tout cas, merci encore de nous avoir associés à ce panel et la confiance portée sur nous. Merci. On vous invite en même temps à activer votre vidéo. L'offre de formation du côté de EASY, elle se décline comment? On retrouve quoi comme contenu? Merci Ousmane. Donc, le groupe EASY, c'est 3 départements. D'accord. Sur chacun de ces départements, nous allons décliner les différents ordres de formation. Nous avons le département réseau et système, dont je pilote moi-même, d'accord, qui dispense toutes les filières de réseau informatique, réseau télécommunications, l'informatique industrielle. Quand on parle de l'informatique industrielle, c'est tout ce qui est système embarqué lié à l'Internet des objets et aussi tout ce qui est la monétique. Donc, on est aussi dans le domaine de la monétique. Nous avons des masters dans le domaine de la monétique et transactions sécurisées et de la cybersécurité dans ce département-là. Dans le département génie informatique,
donc, qui pilote les différentes filières liées au développement. Nous avons une licence en génie logiciel, une licence aussi en informatique appliquée à la gestion des entreprises. En plus de cela, nous avons aussi tout ce qui est la filière multimédia. Donc aujourd'hui, nous, on est dans un studio conçu pour cette filière multimédia qui est en pleine expansion dans la région et dans la sous-région. Donc aussi, nous, dans la même dynamique d'innover et d'apporter de nouvelles touches à nos offres de formation, nous avons effectivement lancé, toujours dans le milieu de l'informatique, de nouvelles offres de formation comme tout ce qui est l'intelligence artificielle, voilà, big data, data scientist, d'accord? Et aussi, on a aussi un nouveau master dans tout ce qui est dans le domaine du cloud computing et de la virtualisation, sans oublier aussi dans ce département, le département génie informatique, nous offrons aussi une formation dans tout ce qui est dans le domaine de la géomatique. D'accord, c'est on va dire la géographie appliquée à l'informatique, tout ce qui est la géolocalisation et autres. Donc voilà, et aussi nous avons un troisième département, donc qui est le département gestion. Donc quand on entend Easy, on pense que c'est tout simplement on est dans l'informatique. Nous offrons parallèlement aussi des offres de formation en gestion et en management. Nous avons un campus effectivement dédié à ça, où nous offrons des offres de formation en comptabilité, en commerce international, en banque, finance, assurance, voilà, de la licence jusqu'en master, et aussi le marketing digital. Merci Ousmane pour ne pas être trop long. Donc, je vous laisse la parole, après on pourra échanger sur d'éventuelles questions avec les panélistes et les internautes qui nous écoutent. Merci. Merci beaucoup, Thierno Birahim Samba, directeur, vice-président du groupe Easy. Je sais qu'on va vous voir aussi, parce que c'est ce qu'on a aussi demandé au directeur de la formation professionnelle, M. Abdou Fall, à qui nous donnons la parole d'ailleurs à présent. M. Fall, quel regard votre département a par rapport à la formation au Sénégal? Est-ce qu'il vous arrive d'en dire un mot? Est-ce que c'est permis? Ça vous est permis de dire un mot, de dire par exemple, tenez les gars, il faut que nous avancions un peu parce que le digital le demande. Vous gérez un peu ce secteur comment quand on parle de formation? Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation à participer à ce panel qui est fort important et fort intéressant pour nous, parce que déjà, ça nous permet de rencontrer les établissements de formation, les entreprises et tous les acteurs qui gravitent autour du numérique. Ici est un accès, ça constitue alors un espace assez intéressant pour nous. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi donc de saluer un peu M. Adamou de l'ESNT, M. Samb de l'ISI, M. Santaré qui représente M. Diouf, DGESM, Edine Diagne de Gaïndé 2000, pour véritablement tout ce qu'ils ont fait dans le cadre donc du développement du numérique au niveau du Sénégal. Maintenant, pour votre question, ce que nous avons fait, je voudrais rappeler tout de suite qu'au niveau du gouvernement, d'une manière générale, on peut partir de la stratégie nationale Sénégal numérique 2025. Et ce qui a permis quand même de mettre un véritable cadre d'amélioration notable donc de l'écosystème du numérique au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que nous, au niveau du ministère de la formation professionnelle, que nous avions déjà anticipé
pour élaborer une stratégie de développement du numérique dans la formation professionnelle. Car comme vous le savez, au niveau de la direction de la formation professionnelle et technique, nous gérons aussi bien les établissements publics que les établissements privés de formation professionnelle qui opèrent jusqu'au niveau BTS, cela veut dire jusqu'au niveau Bac+2. Et dans ce cadre-là, et plus précisément aujourd'hui pour la thématique qui nous intéresse, nous régulons tout ce qui est écriture et réécriture des programmes de formation. Et quand on dit aujourd'hui programme de formation, et surtout dans le domaine spécifique du numérique, notre rôle principal, c'est non seulement d'accompagner pour l'élaboration de programmes et surtout de programmes nationaux qui sont reconnus au niveau international. Nous accompagnons tout cela et c'est pour ça que nous veillons derrière et nous accompagnons en mettant en place tout un processus d'écriture selon l'approche par les compétences. Et nous avons mis aussi aujourd'hui en place une plateforme qui devrait permettre à tous les acteurs, surtout de l'éducation et de la formation, d'avoir une visibilité sur les programmes de formation qui sont développés donc, dans le numérique et au-delà dans tous les autres secteurs. Pour vous dire véritablement que nous avons anticipé aujourd'hui et surtout et cette anticipation du développement du numérique dans la formation professionnelle qui nous vaut aujourd'hui une stratégie qui a été validée par l'ensemble donc des acteurs, nous avait permis de traverser allègrement un peu la phase de la pandémie Covid-19 qui avait frappé en mars 2019 donc le Sénégal. Le Sénégal, oui. Voilà, vous vous rappelez un peu des péripéties oui. De la fermeture donc, des établissements et de l'ouverture du 25 juin donc, des établissements. Et nous reviendrons amplement donc, dans les débats sur toutes les actions et les activités qui sont aujourd'hui déclinées au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle pour accompagner véritablement l'écosystème. Merci beaucoup, Monsieur Abdou Fall, directeur de la formation professionnelle au niveau du Sénégal. La parole à Ibrahim Nour Diagne, que l'on remercie encore une fois pour sa participation à ces après-midi de la tech, série de panels que nous animons depuis 10 mois maintenant pour faire le point régulièrement chaque semaine sur les grands enjeux en lien avec le numérique au Sénégal et à l'étranger. Ibrahim Nour Diagne, votre regard sur la qualité maintenant de la formation. Vous avez cette chance d'appartenir à plusieurs époques, Machallah, comme on dit au Sénégal. Si vous comparez un peu l'avant, l'après et peut-être l'avenir, vous le voyez comment, ou bien vous les voyez comment, ces offres de formation? Est-ce qu'elles sont bien axées, disons, au numérique? Est-ce qu'elles sont bien adaptées à notre contexte? Merci. Je pense que c'est une question très pertinente parce que, en fait, pendant longtemps, l'entreprise a été l'espace où les compétences se précisaient et étaient retournées au milieu académique pour être formalisées par des curricula et par des diplômes. Voilà, je ne vais pas faire de l'histoire, mais au début, il n'y avait que l'économie, ensuite il y a eu les sciences de gestion, ensuite on a eu des ressources humaines, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est d'abord interconnecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des appellations de formation, des compétences qui nous viennent de l'international et que nos instituts parfois dispensent avec ces appellations-là, alors que nos marchés n'ont pas encore la maturité de pouvoir consommer ces ressources pointues. En soi, ce n'est pas mal parce que nous sommes aussi dans un univers mondialisé, nos ressources peuvent intervenir sur d'autres marchés, mais la cartographie des formations en relation avec le management et le digital est devenue une cartographie où les parents doivent certainement se perdre lorsqu'il s'agit d'inscrire et de conseiller leurs enfants, et les enfants également doivent se perdre lorsqu'il s'agit de choisir quelque chose qui va leur offrir un avenir. Donc, je pense que nous avons quand même une cartographie très, très, très dense. Et aujourd'hui, le grand défi, c'est pour les jeunes finissants qui intègrent le milieu académique après leur bac, comment faire le bon choix. Est-ce qu'il ne fallait pas avoir des troncs communs un peu plus
générique Oui. et avoir des spécialisations en fin de cycle ou même en second cycle quelque part. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire par rapport aux formations. Oui. Ensuite, dans tous les pays du monde, se pose la question de l'employabilité. Ça veut dire, est-ce qu'on offre des formations qui correspondent aux besoins des entreprises? Ce n'est pas une question sénégalaise, ce n'est pas une question africaine, c'est une question universelle. Et elle s'est toujours posée d'ailleurs. C'est pour ça que les formations sont constamment en amélioration et cherchent le maximum de synergie avec les entreprises. À ce niveau-là, il y a deux défis. Le premier défi, c'est d'abord de sortir des personnes qui sont professionnalisées. Qu'est-ce que j'entends par professionnalisé? C'est des gens qui connaissent le contexte de l'entreprise. D'habitude, le stage est souvent un moment qui permet aux étudiants de pouvoir se familiariser avec l'entreprise et de mettre en cohérence leurs enseignements par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier défi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'innovations qu'il faut apporter aujourd'hui parce que la capacité des entreprises à encadrer des stagiaires par rapport au volume de plus en plus important d'étudiants ne peut pas se faire naturellement. Il y a un rôle d'arbitrage et de régulation que sans doute l'État devrait jouer parce que certaines personnes n'ont pas la chance de décrocher un stage pendant toute leur carrière. Et cela devrait être une opportunité quand même ouverte. Moi, je milite pour le droit au stage. Je pense qu'une personne qui a pour vocation d'être un salarié, que ce soit dans les administrations ou dans les entreprises, doit au moins avoir un droit au stage dans le cadre de sa formation. Le deuxième problème, c'est est-ce qu'on a les compétences qu'on attend au niveau des entreprises? Alors là, ça devient complexe parce qu'il y a un vocabulaire qui est très, très, très compliqué. D'ailleurs, on l'a entendu à travers l'intitulé des formations. Donc, les gars vont vous parler de choses très sophistiquées et concrètement, tous ceux qui en parlent n'en ont pas la même connaissance. Et s'ils en ont la même connaissance, ils n'en ont pas la même compétence. Oui. Donc là, il faut un nivellateur quelque part. Je pense que c'est excellent ce que le Sénégal a entrepris en matière de formation professionnelle, en matière de formation tout court, privé comme public. On a vraiment su positionner le Sénégal comme un hub de formation et de connaissances. Donc ce hub-là, pour le valoriser, il est important aujourd'hui que nous puissions le labelliser. Et pour le labelliser, il faut peut-être qu'il y ait des cursus de sortie de certification. Ça n'existe pas encore, mais sans doute quelque part, il faudra que ceux qui sortent puissent faire une sorte d'examen de sortie. C'est peut-être une exigence trop forte que je demande, mais au moins qui permet de niveler à la sortie les compétences. Parce que les entreprises ne s'y retrouvent pas. Nous n'avons pas ici le classement des écoles en fonction de leur taux d'insertion, en fonction de la qualité de leurs enseignements et tout. Et donc, pour le recruteur, ça peut être assez complexe également. Donc, je me félicite vraiment de toutes les innovations que toutes ces écoles que vous avez conviées à ce call ont pu mettre en place. Et donc, là, je me mets dans la position de l'entreprise. Je pense qu'il reste aujourd'hui un travail de nivellement des compétences à la sortie et je reviens aussi sur le droit au stage. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la question que vous avez posée. Merci, merci beaucoup. Bien sûr, je redonne la parole aux écoles tout à l'heure. Je n'oublie pas Adamou qui n'a pas pris la parole depuis un moment, mais c'est important pour garder un peu le fil de la discussion, d'en revenir au directeur de la formation professionnelle, M. Abdou Fall, dont la mise en relation a été faite par la grande sœur Maïmouna Lei Diakhaté, que l'on remercie déjà, qui est la chef du bureau formation tertiaire au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Abdou Fall, aujourd'hui, Ibrahim Nour Ndiagne parlait de régulation parce qu'évidemment, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. Ça, c'est le premier axe, le premier point. Mais l'autre point, c'est que, pour reprendre toujours l'administrateur général de Gaïné 2000, c'est qu'effectivement, que je sache, on n'a pas un classement des écoles au Sénégal qui nous disent, par exemple, quelle est la première, quelle est la dernière, vers quelle école il faut aller, ou plutôt, il faut tenir compte plus de tel étudiant, plus que de tel autre. Ça vous inspire quoi, ces deux réflexions? Le classement des écoles et la régulation du secteur. Bien, merci beaucoup et je remercie M. Diagne pour sa pertinente intervention.
Mais permettez-moi de revenir un peu sur un aspect important qu'il a soulevé, c'est l'aspect d'adéquation formation-emploi. On parle beaucoup d'adéquation formation-emploi, mais il faudrait que l'on s'accorde sur l'adéquation formation-emploi. Parce que quand on parle d'adéquation formation-emploi, nous avons deux dimensions. Nous avons une dimension et une dimension qualitative. Et le plus souvent, on s'attarde beaucoup plus sur la dimension qualitative sans pour autant parler de la dimension quantitative. Je m'explique. C'est-à-dire, quand on parle de la dimension quantitative, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons effectivement un nombre assez important et un pourcentage assez important d'entreprises qui sont dans l'informel. Et nous avons peu d'entreprises qui sont dans le formel. Nous avons à peu près 98% des entreprises qui sont donc dans l'informel. Est-ce que aujourd'hui nous avons une plateforme qui nous permet de visualiser les emplois projetés à 5 ans au niveau du Sénégal? Non. Ce qui fait que les apprenants, les étudiants que l'on forme aujourd'hui peuvent avoir donc des compétences qui devraient leur permettre d'intégrer le marché, mais malheureusement, nous avons ici l'offre qui est supérieure à la demande et vice-versa. Si on était dans le cas où les entreprises offraient beaucoup plus que les sortants des établissements, là, on pourrait revoir et essayer un peu d'analyser les données quantitatives du marché du travail aujourd'hui. Maintenant, sur le plan qualitatif, sur l'adéquation qualitative, on parle souvent d'alignement de la formation par rapport aux besoins de l'économie. C'est bien. Mais aussi, n'oublions pas que les établissements et les écoles ont le devoir aussi, par anticipation, de tirer les besoins des entreprises. Donc, il faudrait vraiment que l'on campe la question d'adéquation, formation, emploi. Maintenant, sur la régulation. Oui, rapidement. Sur la régulation, très rapidement sur la régulation. Sur la régulation, aujourd'hui, quand même, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons l'ANAQ-Sup qui est en train donc de réguler le marché de l'éducation et de la formation à ce niveau. Et au niveau aussi donc de la formation professionnelle et technique, on est actuellement dans un chantier de faire l'audit qualité de tous les établissements publics comme privés. D'accord? Et des cahiers de charges ont été élaborés avec l'ensemble donc des établissements qui sont aujourd'hui dans le circuit, ce qui devrait permettre aux parents de pouvoir véritablement avoir une visibilité par rapport à tout ce qu'on est en train donc de faire, sans oublier aujourd'hui qu'il y a quand même une réelle volonté de mettre en place un cadre national donc de certification qui est en élaboration aujourd'hui. Pour dire tout simplement, avec l'avènement maintenant du numérique, il va sans dire que tous les textes réglementaires que nous avons doivent être révisés à l'aune du développement donc, du numérique. Parce que comment aujourd'hui réguler des établissements qui sont sur le net? C'est des problèmes que nous avions. À l'époque, bon, j'ai dit à l'époque, même mais actuellement, nous avons Subdeco et autres qui ont donc des bâtiments fixes aujourd'hui, et qui ont des établissements standards normal. Mais demain, nous avons par exemple d'autres établissements qui seront dans le net. Comment faire pour réguler ces établissements? Donc, on est en train d'anticiper sur la transformation donc, des textes pour prendre en charge véritablement cette dimension de l'introduction du numérique. Merci beaucoup Abdou Fall, directeur de la formation professionnelle au ministère du même nom au Sénégal. Je donne la parole à présent à Adamou Saleh, du directeur général de l'École supérieure multinationale des télécoms. Et après lui, Abdou Diouf, et son représentant, Mohamed Sangaré de l'ISM, Dr Fallondo et puis Thierno Birahim Sama. Allez-y, Adamou. Ok, merci Ousmane. Je pense que je vais poser un peu le cadre. Oui. Je remercie d'abord les précédents intervenants par rapport à la régulation.
Je pense qu'il y va de la responsabilité de l'État, au regard du nombre important d'écoles et surtout des programmes de formation, d'assurer une stricte régulation. L'ANAQ-SUP est en train de faire un très bon travail. Ils étaient passés chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts d'ANAQ-SUP qui sont venus pour évaluer non seulement le contenu intrinsèque des programmes quant à leur actualisation, mais surtout les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'employabilité, c'est-à-dire que la capacité à un étudiant diplômé d'une école à exercer sur le marché du travail. Et je pense que les écoles doivent travailler énormément, ils doivent investir énormément pour acquérir les infrastructures, pour assurer surtout l'aspect pratique. Nous, on a la chance, au niveau de l'ESMT, on travaille beaucoup avec les entreprises partenaires publics comme privés. Et dans ce sens, on a mis en place des instruments, comme ce qu'on appelle le CSP. Le CSP, c'est vraiment un travail collaboratif qui consiste à dire, nous, en tant qu'école, on va inviter des experts du terrain pour dire, au regard de leur surveille en interne, quelle est la cartographie des compétences. Et sur la base de ces compétences identifiées, nous adaptons nos différents programmes pour pouvoir répondre à l'expression de besoins. Parce que le plus important pour une école de formation, ce n'est pas d'avoir énormément de programmes, mais c'est d'avoir des programmes qui peuvent apporter une plus-value dans la création des valeurs pour les différents. Un exemple concret, quand vous prenez un opérateur de télécommunication très simple, les départements clés de base sont la transmission, la commutation, le réseau. Nous, à l'ESMT, on est organisé en départements et on a un département qui est dédié à l'ensemble de ces domaines prioritaires métiers. De l'autre côté, au-delà de ces trois domaines de base, il y a ce qu'on appelle l'infrastructure. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent mettre en place des data centers dans le cadre de la protection des données personnelles, mais surtout dans le cadre de la mise en place des services à valeur ajoutée. Comment on bâtit ces infrastructures, comment on les sécurise et surtout comment les faire évoluer. Et donc, dans ce paradigme, je pense que l'école a tout à gagner, à travailler énormément avec les entreprises partenaires et surtout à travailler en partenariat avec d'autres institutions internationales. Nous, on a eu la chance à l'ESMT, on est centre d'excellence. On est centre d'excellence du Lyon, comme beaucoup d'autres écoles qui sont présentes ici. Mais surtout, nous sommes centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications. En ce sens, en tant que centre de formation, nous sommes amenés à contribuer au développement du capital humain dans les différents pays membres parce que notre avantage, c'est qu'on a un ancrage national et un ancrage surtout international, d'apporter notre plus-value dans le cadre du développement du numérique. Tout le monde parle de l'économie numérique. Et donc, il va falloir s'y atteler. Donc, au-delà de l'aspect technique de l'économie numérique, il y a la partie management. Nous avons un département management qui, quelque part, va accompagner au début une formation initiale pour accompagner les cadres, donc les jeunes d'abord, mais aussi dans la formation continue, les cadres des différentes entreprises. Donc, le SMT, à travers ses partenariats, comme le partenariat avec l'UIT, on a su nous adapter grâce à la définition de ce qu'on appelle les métiers d'avenir. Parmi les métiers d'avenir, il y a la cybersécurité, il y a la 5G, il y a l'IoT, l'intelligence artificielle, pour ne citer que ça. Donc nous, aujourd'hui, notre vision dans le moyen et le long terme, c'est comment est-ce qu'on va capitaliser sur la qualité de nos enseignants, comment on va capitaliser sur l'infrastructure existante pour mettre en place des programmes actualisés pour le développement du capital humain dans le numérique, en formation initiale et en formation continue. Merci beaucoup Adamo, directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Après vous, la parole à Dr Fallou Samb de Subdeco. Fallou Ndoye, pardon, parce que Thierno Samb est à mes côtés. Fallou Ndoye. Non, il n'y a pas de souci. Par rapport à la question de la régulation que a soulevé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a un existant parce qu'il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui est là. Parce que si je prends par exemple l'exemple des formations diplômantes, bachelor, master, etc.,
En fait, déjà, avant de pouvoir délivrer ces formations, il y a un dossier qu'il faut déposer, avoir l'autorisation déjà du ministère pour pouvoir en fait déjà proposer ces formations-là. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'ANAQ qui est chargé de, voilà, d'accréditer en fait ces programmes-là. Moi, je pense peut-être, si je peux me tromper, en fait, il parlait de régulation dans le sens peut-être d'harmonisation. Si on parle de génie logiciel, c'est-à-dire qu'on soit en phase, en fait, que ça ne soit pas peut-être vu au niveau d'une école génie logiciel avec une manière de définir en fait des métiers, et dans d'autres écoles, peut-être on définit autrement. Peut-être c'est dans ce sens-là. Peut-être au niveau de la formation professionnelle, je pense qu'avec l'ONFP, il y a plus ou moins en fait les titres de formation qui sont plus ou moins harmonisés en fait à ce niveau-là. Donc il y a des référentiels de formation, et là peut-être c'est plus simple. En tout cas, je sais que dans cette partie-là, il y a une vision commune. Par exemple, si on parle d'un développeur web, c'est un référentiel qui est déposé au niveau de l'ONFP et on sait de quoi il s'agit. Mais peut-être c'est cet aspect-là que nous n'avons pas encore dans l'enseignement supérieur, surtout au niveau des licences ou des bachelors, où peut-être voilà, il y a un travail à faire. Mais si on prend la régulation au sens peut-être d'avoir l'autorisation à délivrer des enseignements, je pense que là, il y a un existant au niveau du ministère en fait, de l'enseignement supérieur qui est en charge en fait, de ces questions-là. Oui, oui, excusez-moi, docteur Falondoy. Et qu'en est-il du taux d'insertion? On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est l'un des cœurs de cette session, des après-midi de la tech. Vous avez des retours? Vous pouvez partager avec nous un peu l'impact de ces formations, notamment sur le marché du travail, chez vous, à Sudeco? Tout à fait. Avant même de revenir en fait sur le taux d'insertion, il y a aussi un aspect que M. Gagne a soulevé. Donc, sur les spécialisations, parce que comme il y a des appellations peut-être qui existent déjà en France, un peu partout, et peut-être qu'on retrouve au Sénégal, et parfois, comme il l'a dit, le marché n'est pas assez mature dans ce sens-là. Mais nous, par exemple, au niveau du Sudeco, bon, on n'ouvre pas des spécialisations dès la première année. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même avoir les bases. Donc, c'est pourquoi nous, on privilégie en fait, disons, un tronc commun en première, en deuxième année, pour donner en fait les bases déjà déjà, je prends l'exemple de l'algorithmique, des paradigmes de programmation. C'est un schéma classique au niveau Sénégal. Pour permettre en fait à nos diplômés de pouvoir se spécialiser, mais sachant aussi que le numérique, ça change, ça évolue. Donc, il faut aussi quand même une capacité d'adaptation pour pouvoir quand même se réorienter, de monter en compétence sur une technologie peut-être qu'on n'a pas vue en fait au cours de notre formation. Maintenant, pour revenir à la question de l'insertion, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au niveau de nos diplômés, donc on a quand même des taux d'insertion qui avoisinent en fait les 90%. Donc généralement, la plupart de nos diplômés, nous-mêmes, on a du mal parfois à en recruter parce qu'il nous arrive, parce qu'avant d'être, ou bien à un moment donné, j'étais en charge au niveau du Sudeco disons, du système d'information. Donc, peut-être j'avais besoin parfois des profils, mais il arrivait de lancer des appels disons, à candidature, et que même nos diplômés, en fait, je n'arrivais pas à en recruter. Ça, je pense qu'à notre niveau, peut-être ce qui nous facilite ce travail. Quelle est l'explication de ce succès? C'est important qu'on sache. C'est là où je voulais en venir. C'est que déjà, c'est dans la conception des programmes. Il y a la conception des programmes, parce que si on associe les entreprises dans la conception des programmes, ça permet d'avoir en fait bon retour pour ajuster en fait, l'offre de formation. Et nous, comment on s'y prend, c'est que déjà, on a mis en place des comités d'orientation stratégique, qui est voilà, un cadre pour nous permettre en fait d'avoir pas mal de retours des entreprises et d'adapter l'offre de formation par rapport aux besoins en fait du marché. À cela aussi, il y a ce qu'on appelle en fait nous, quelqu'un a parlé de l'employabilité en fait des jeunes, mais on sait que il ne s'agit pas uniquement d'avoir en fait des compétences techniques pour quand même être employable. Donc il y a aussi nous l'aspect des soft skills en fait qu'on retrouve au niveau de Sudeco. Et on s'y prend aussi avec la vie associative qui est quelque chose de réel à Sudeco. Donc on a beaucoup de clubs. Donc on donne vraiment l'opportunité, un espace, un cadre
à nos étudiants à vraiment créer des clubs, à militer au niveau des clubs qui leur permettent en fait d'avoir des compétences comportementales qui vont vraiment faire la différence en fait lors d'un entretien par exemple, en plus des compétences techniques qu'ils ont déjà en fait au cours de leur formation. Merci. Merci beaucoup, docteur Fallou Ndoye de Subdeco, où il est en charge du pôle numérique. Et bravo à Subdeco pour ce taux, disons, spectaculaire sur l'insertion. Vraiment bravo. Un regard maintenant sur un peu les chiffres de l'ISM, si ça peut se partager évidemment, dans un contexte de transparence. Alors, Mohamed Sangaré, chez vous, c'est comment? Alors, merci encore pour la parole. Chez nous, c'est un tout petit peu différent. En termes de chiffres, peut-être que je vais finir par là. Mais avant de parler de chiffres, c'est déjà le mécanisme mis en place par l'ISM pour pouvoir avoir ces chiffres, si je peux résumer par ça. Et oui, je vais parler seulement du cas de l'école d'ingénieur digital campus dont je relève. D'accord? Donc, chez nous, les programmes sont mis en place, révisés par ce qu'on appelle un comité scientifique qui le font, qui connaissent un peu l'environnement du marché. Ensuite, du point de vue pédagogique, qu'est-ce que l'INSEM fait depuis des années? Nous avons un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'organisations qui nous permet après d'avoir des chiffres. Je vais vous en citer quelques-uns. Actuellement, par exemple, nous sommes en plein mardi à projet. On a une activité qu'on appelle les mardis à projet qui se passe les mardis, mais le nom de l'activité est les grands projets. Ça consiste à quoi? C'est d'aller chez des entreprises, nos partenaires ou d'autres entreprises formelles ou informelles qui ont des problématiques digitales réelles, mais qui n'arrivent pas à solutionner. On va capturer ces projets-là, ces idées de projets, disons. On construit un projet parce qu'on a des gestionnaires de projets qui sont là, même dans la formation que j'ai déclinée tantôt. Oui. On formalise très bien ce cahier de charge et on laisse ça aux étudiants pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et à la fin du temps imparti qui a été calé, ils nous sortent la solution et cette solution est gratuitement donnée à l'entreprise ou aux entreprises qui ont demandé. Ce qui fait qu'à la sortie, ceux-là voudront bien avant même qu'ils sortent, voudront bien les recruter. Ça, c'est un premier mécanisme, les mardis à projet ou les grands projets. Oui. Deuxième élément qu'on faisait depuis des années, c'est ce qu'on appelle les actions terrain encadrées. Ça, c'était spécifiquement pour les étudiants de première année, qu'on abrège par ATE. Qu'est-ce qu'on faisait pendant le mois de mars? Les étudiants, à travers nos partenaires, au lieu de venir à l'école, on arrête les cours pendant 3 semaines, 1 mois ou plus, on les affecte à des entreprises qui leur donnent des missions. Et ces missions-là sont surveillées non seulement par des coachs au niveau de l'école et d'autres coachs dans l'entreprise. Donc, ils viennent aux heures d'embauche, aux heures de débauche, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Deuxième mécanisme. Troisième mécanisme, nous avons ce qu'on appelle les digitime, surtout pour les masters et quelques licences. On invite des gens qui sont dans le domaine sur une problématique donnée, faire un exposé où ils auront, les étudiants et les participants, la possibilité de poser des questions, de se renseigner et prendre des contacts dans ce sens-là. Sans compter aussi les hackathons qu'on fait avec des entreprises généralement sur des problématiques. Bon, pour ne citer que cela. Ce qui nous aide pour prendre un programme que j'ai en tête qui est chef de projet web ou chef de projet digital et tout ce qui est concepteur de solutions digitales, eux, en même temps qu'ils sont en train, en tout cas pour ne prendre que ces 2 programmes spécifiquement, même au moment où ils sont en première ou en deuxième année, après ces activités notamment que je viens de citer, certaines entreprises demandent déjà s'ils peuvent les avoir dans leur équipe. Donc, le taux qu'on a eu ces 3 dernières années est de 70% pour ceux qui sont en cours de formation. En cours de formation qui ne sont pas encore sortis entre la première année de licence et la deuxième, on a eu 70% qui travaillent déjà à temps partiel avec ces entreprises-là. Maintenant, jusqu'à 80-82%, ça varie selon les années pour ceux qui ont carrément fini. Pour ces programmes spécifiques, je précise. Voilà. Donc, voici quelques chiffres assez moindres, mais qui représentent un peu ce programme que je viens de décrire.
Merci beaucoup Mohamed Sangaré. C'est dommage qu'on ne connaîtra pas le taux d'insertion pour l'ISM parce que vous l'avez dit, vous ne parlez pas au nom de toute l'entité évidemment parce que c'est un groupe, c'est un vaste groupe comme les autres écoles de formation. Peut-être que les autres acteurs qui nous suivent et qui relèvent de l'ISM, s'ils connaissent ce taux et d'autres informations assez pertinentes, ils peuvent toujours partager avec nous. Je fais un clin d'œil à Amandine et à Wafal d'ailleurs pour la coordination de ce panel pour la partie ISM. Monsieur Thierno Birahim Samb, vous êtes le vice-président du groupe EASY. Et ça tombe bien parce que vous êtes le monsieur entreprise de votre groupe avec la mise en relation avec les entreprises. Parlez-nous un peu de votre groupe, du taux et du rapport avec les entreprises. Encore une fois, merci beaucoup Ousmane, voilà, de m'avoir redonné la parole. Donc, vous savez, avec l'émergence des nouvelles technologies, les besoins et usages vis-à-vis de la formation professionnelle évoluent et impactent l'activité des entreprises et aussi des écoles de formation qui devaient effectivement s'adapter. Donc, je pense qu'il y a M. Diagne qui a vraiment parlé d'une adéquation entre l'offre de formation et les besoins de l'entreprise. C'est important. Le groupe EASY, depuis plusieurs années, accompagne ses étudiants à l'insertion professionnelle, d'accord, en créant une cellule qu'on nomme une cellule d'insertion et d'orientation professionnelle qui accompagne ces étudiants diplômés, d'accord, et les alumni à l'insertion professionnelle et ainsi renforcer les relations entre l'institut et le monde professionnel. Donc, il s'occupe effectivement, cette cellule de ce qu'on appelle CEIP, d'orientation et d'insertion professionnelle. Il s'occupe de l'orientation des étudiants, des stages, des visites en entreprise, de l'insertion et du partenariat école-entreprise. Je pense que je reviens toujours sur ce que M. Diagne a si bien cité. Il y a un besoin criard en termes de stage pour les entreprises. Donc, je pense que les entreprises doivent jouer effectivement le jeu, voilà, en renouant des partenariats avec ces écoles comme la nôtre et les universités et encourager ce type de partenariat. Moi qui suis pour le groupe EASY le chargé de partenariat, on a eu à renouer pas mal de partenariats avec des grandes structures de la place. Avec les grandes structures de la place, je vais pas citer nos ingénieurs et nos diplômés dans tous les types de formations que j'avais cités précédemment. Voilà, que ça soit en développement, que ça soit en réseau, que ça soit en télécom, nos étudiants, on les trouve effectivement partout, dans les grandes entreprises, dans la sous-région, à l'international. Effectivement, on a les entreprises à l'international qui nous contactent effectivement pour des besoins de recrutement. Les entreprises sur place aussi nous font confiance. Maintenant, la problématique, c'est d'encourager les entreprises à faire confiance à nos offres de formation. Je dirais, dispensons des formations de qualité. D'accord. Nos formations sont de qualité. Il y a le directeur M. Fall qui est là, de l'enseignement au niveau supérieur, qui l'a cité. Il y a l'ANAC qui est là, qui essaie effectivement pour la régulation d'accompagner les écoles et les universités à vraiment asseoir
leurs offres de formation à travers des référentiels qu'ils ont standardisés, qu'ils ont mis en place pour que nos offres de formation répondent aux standards du système LMD. Il faut le dire, on est dans le système LMD. Quand on parle de système LMD, c'est voilà, licence, master, doctorat. Donc, il y a des référentiels bien établis par les tutelles. Mes prédécesseurs l'ont cité, que ce soit l'enseignement professionnel avec qui on est en collaboration, le groupe EASY en collaboration, et aussi avec l'enseignement supérieur, donc qui effectivement sont là pour réguler effectivement nos offres de formation. Dans le même sens, pour accompagner nos étudiants, EASY a mis en place un centre d'incubateur. Donc, le centre d'incubateur, pourquoi? C'est pour accompagner les porteurs de projets. Nous formons des ingénieurs qualifiés qui savent faire des choses actuellement pour aider effectivement et pallier à cette problématique d'insertion. Nous encourageons nos étudiants à la création de leur propre entreprise. D'accord. Voilà, et qui pourront au futur et au fur des années pouvoir effectivement recruter. Donc, je pense que là, actuellement, nous, les écoles et universités, nous devons pousser nos étudiants à l'entrepreneuriat. Et c'est très important. C'est très important pour pallier à cette offre à cette insertion professionnelle. Vous avez aussi parlé, vous m'avez interpellé sur le taux d'insertion de nos étudiants. Et je dirais, dans toutes nos filières en informatique, nous avons un taux d'insertion très élevé. Quand je dis très élevé, c'est avéré. Ça tourne aux alentours entre, on va dire, 80 à 90, voire ça dépend aussi des différentes filières. Si je prends la filière de génie logiciel actuellement, ils sont tous insérés. Et si je prends, par exemple, la filière en monétique et transactions sécurisées, c'est des gens qui sont tous en entreprise. Donc, ils en passent. Donc, je pense que c'est le taux d'insertion au sein du groupe EASY, en tout cas dans nos offres de formation que nous dispensions dans ce domaine, le taux d'insertion est vraiment élevé et satisfaisant, qui avoisine à peu près les 90 à 95%. Donc, voilà, monsieur Ousmane, donc c'est qu'il en est pour le groupe EASY. Aussi, il faut savoir aussi, pour diversifier l'offre de formation, le groupe EASY s'est implanté un peu partout dans la région, hein, et au Sénégal, dans les régions au Sénégal et dans la sous-région. Je peux citer actuellement, comme on est rédigé sous forme de campus, nous sommes à l'heure actuelle à 11 campus. Donc, on a EASY Dakar, hein, donc, et son annexe sur lequel on est. On a aussi à Dakar, EASY Keur Massar, qui offre les mêmes types de formations que tous nos campus. Nous avons EASY Diourbel, Kaffrine, Kaolack. Nous avons aussi récemment, on s'est implanté dans le sud. D'accord, toujours pour accompagner hein, donc, le tutelle et le gouvernement sur la cartographie des offres de formation, les rendre accessibles à la population. Nous sommes installés à Sédhiou et à Ziguinchor, d'accord, récemment. Et c'est des campus qui qu'on est en train effectivement de développer. Et dans la sous-région, on s'est installé en Mauritanie, où on a 2 campus. Il y a EASY Nouakchott et EASY Nouadhibou. D'accord? Ce qui nous fait on va dire 11 campus au total. Nous développons aussi une relation vraiment très importante avec les entreprises parce que avec les entreprises, nous développons aussi une relation très particulière parce que nous avons aussi un centre de formation dédié à la formation en renforcement de capacité. Nous parlons actuellement aujourd'hui de métiers. Donc, je pense que il faut qu'on oriente effectivement nos offres de formation en fonction des besoins du marché de notre continent, c'est-à-dire
du Sénégal. Donc, pour cela, il faudra effectivement, moi, je suis pour étendre effectivement les offres de formation et les rendre accessibles aux jeunes à travers des formations de courte durée. Peut-être il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas les moyens ou bien la possibilité de faire des études beaucoup plus poussées. Ces jeunes générations-là, il faudra qu'on puisse les former en leur offrant des formations de spécialisation. Donc, il y a un gros travail qui est en train de faire avec l'enseignement professionnel sur les certificats. C'est important de le noter, qu'on appelle les certificats spécialisés dans tout domaine, que ce soit dans le mécanique, dans l'électronique, la domotique. Voilà, c'est important. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Thierno Birahim Samb, qui est le vice-président du groupe EASY. Merci infiniment. La parole à présent à Monsieur Ibrahima Nour Eddine Diagne, s'il m'entend. Ibrahima, vous nous entendez? Oui, j'entends bien, merci. Oui, je ne vous oriente pas cette fois, Ibrahima, un regard peut-être sur ce qui a été dit et si vous avez d'autres préoccupations à partager avec ces acteurs sur le panel. Oui, merci. Donc, voilà, je me félicite de tout ce que j'ai entendu et qui montre toute la vitalité du secteur de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Alors, il y a une dimension importante que certains ont évoquée. Selon ma perception, le digital prédispose davantage à l'entrepreneuriat qu'au salariat. Donc, c'est une matière qui, aujourd'hui, donne plus de possibilités à ceux qui sortent avec des qualifications de se valoriser dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. Ça ne veut pas dire que majoritairement, ils doivent aller vers l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, le parcours qu'il faut tracer à un étudiant qui entreprend des études avec la dimension digitale, c'est que dès la première année, il doit avoir une visibilité sur ce qui s'offre à lui en termes de dispositifs d'accompagnement pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est un autre appel que je lance. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même suffisamment d'instituts d'enseignement supérieur et technique qui sortent pas mal de jeunes qui sont compétents, qui ne pourront pas être aspirés par les entreprises. Et moi, je ne voudrais pas de jeunes qui se mettent par défaut à l'entrepreneuriat. J'aurais préféré qu'on ait des jeunes qui se mettent par option à l'entrepreneuriat. Oui. Ça doit être un choix. Pardon? Ça doit être un choix. Ça doit être un choix, exactement. Oui. Donc, ce n'est pas j'ai cherché du boulot, je n'en ai pas trouvé, je vais ouvrir ma cantine. Il faut qu'en entrant dans un établissement d'enseignement supérieur, le jeune qui a la logique entrepreneuriale ait un cursus d'accompagnement un peu différent de celui qui va être dans la logique de salariat. Donc, je pense que toutes ces réformes et ces innovations doivent aujourd'hui être portées dans l'enseignement. Et le problème, comme quelqu'un l'a dit, c'est que ça va vite, le temps de réajuster la machine, que de nouvelles réalités s'imposent. Mais je pense que quand même, on a un niveau de maturité en termes d'enseignement assez intéressant au Sénégal et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réflexion stratégique de haut niveau pour faire en sorte que la fabrication de compétences soit totalement alignée avec l'aspiration au salariat, mais également l'aspiration à l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce qui a été dit par ailleurs par les brillants prédécesseurs. Merci beaucoup Ibrahima Nour Eddine Diagne. Adamou de l'ESMT. Merci Ousmane. Je pense que ce qui vient d'être dit par M. Diagne tout à l'heure a tout son sens, surtout lorsque on est dans le monde digital. Nous, à l'ESMT, on a un volet qui consiste à mettre à la disposition des étudiants qui le souhaitent toute une préparation pour la mise en place d'entreprises. Vous savez, pour mettre en place une entreprise, il ne suffit pas seulement d'avoir les compétences techniques. L'ESMT, à la base, c'est une école d'ingénieurs. Les étudiants, ils sont formés, ils ont tout le background technique
pour pouvoir non seulement travailler chez les opérateurs de télécommunications, mais aujourd'hui, au regard de la dynamique du marché, il va falloir leur donner la culture de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que nous avons créé un autre département qui est le département management, dont l'objectif est d'accompagner les étudiants dans ce domaine à travers la mise en place par exemple, de business plans, la mise en place de roadmap produits, la mise en place de la construction de toute la chaîne de produits pour que l'étudiant vraiment puisse s'épanouir lorsqu'il n'a pas la chance d'être embauché par une entreprise privée ou une entreprise publique. L'autre élément qui est fondamental, au-delà de l'aspect entrepreneurial, moi je pense qu'un étudiant, lorsqu'il a la chance de pouvoir se doter des compétences théoriques, il faut aussi lui donner la chance de bénéficier de l'aspect pratique. Il y a une alternative que je vis ailleurs, qui est par exemple l'alternance et l'apprentissage. Ça peut être, je pense, une alternative très intéressante dans le sens où l'étudiant peut à la fois suivre les cours théoriques à l'école et l'aspect pratique en entreprise. En même temps, c'est-à-dire que sur un mois, reparti sur 2 semaines, ce qui permettra à l'étudiant, à la sortie de la formation, après son diplôme, de pouvoir non seulement acquérir les bases techniques pour lui permettre de s'intégrer facilement en entreprise, mais aussi les bases pratiques. Et c'est ces bases pratiques-là qui souvent l'encouragent à aller vers la création d'entreprises. Le deuxième élément, aujourd'hui on le voit, c'est un constat dans tous les pays. Il y a énormément de jeunes hors bac qui ont la volonté de créer comment on appelle, des entreprises, mais n'ont pas les capacités techniques. Donc, je pense que nos écoles doivent réfléchir sur la mise en place du dispositif d'instruments avec l'accompagnement de nos États à proposer des offres de formation en dessous du bac. Ça peut se faire à travers le développement informatique, à travers l'accompagnement de la gestion des projets d'infrastructure comme la fibre optique. Aujourd'hui, la fibre optique est devenue un support de transmission indispensable pour le développement du numérique dans tous les pays. Souvent, on fait appel à des entreprises européennes, ne serait-ce que sur la partie génie civil. Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir avec nos autorités publiques, voir comment est-ce que même les écoles supérieures peuvent proposer des formations de courte durée qui vont de 3 mois à 6 mois pour les doter des compétences techniques dans le développement, dans la mise en place des infrastructures, pour ne citer que celle-là. L'autre point qui est important, c'est la gestion des alumni. Vous savez, ce que j'ai remarqué ici en Afrique, les alumni qui peuvent apporter une plus-value sur le marché du travail ne sont pas très bien, je dirais, exploités. Donc, nous avons eu des réunions en interne et donc l'idée est de comment faire en sorte qu'on mette en place une organisation de façon très officielle avec un réseautage très ardu et très implémenté pour accompagner l'ensemble de nos étudiants. Cela a du sens au niveau national, mais surtout du sens au niveau international. Je reviens maintenant sur la partie régulation. Au-delà de l'ANAQ-Sup, qui fait un excellent travail, comme je l'ai dit, il y a aussi le CAMES. Aujourd'hui, les entreprises sont multinationales avec une filialisation qui est reconnue. Donc, je pense qu'avoir des programmes reconnus au niveau de l'ANAQ-Sup, c'est bien, mais aller au-delà de l'ANAQ-Sup pour avoir, par exemple, la certification du CAMES a tout son sens, ce qui permettra de donner non seulement les compétences techniques, théoriques et pratiques pour un étudiant, mais surtout de lui donner la chance de se différencier sur le marché du travail. Et le dernier élément, c'est la contribution de l'État et des entreprises privées en ce qui concerne l'organisation des concours. Les concours sont très importants parce que ça permet de mettre en concurrence des étudiants ayant des parcours différents, mais ayant un objectif qui est, par exemple, comment on appelle le numérique, la transformation digitale. Et donc, nous avons vraiment ceci en tête et quelque chose qui ne peut se réaliser qu'avec l'accompagnement des États. Est-ce que vous m'en connectez?
Merci beaucoup Adamou, directeur général de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Quelqu'un a levé la main dans le public. Le temps de lui autoriser une prise de parole, la main a été baissée. Donc, si la personne peut lever de nouveau la main, ça nous permet de l'identifier. Apparemment, c'est le cas. Je vais essayer de voir de qui il s'agit. Oui, Maïmouna Diakhaté, qui est un de nos discutants et que l'on connaît évidemment dans le secteur du numérique pour diriger notamment une association de femmes dans le secteur, mais pas que, qui travaille aussi en même temps à mettre en avant tout ce qui est numérique au niveau du Sénégal. Maïmouna, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Ousmane. Bonsoir Bravo Maïmouna, pour cette émission que tu animes et qui est très suivie. Merci. Et qui permet à l'écosystème vraiment de se retrouver et de trouver des pistes de solutions. Je remercie tous les panélistes, en particulier M. Ibrahim Mediane Idine, pour lequel je me joins aux hommages que tu as eu à faire tout à l'heure. Et je salue également mon directeur, le directeur de la formation professionnelle et technique, ainsi que tous les autres participants représentant les établissements. Ce que je voulais dire simplement, c'est que en fait, c'était juste pour apporter une petite contribution à ce que le directeur a dit et qui va dans le sens de ce que M. Diagne et tous les autres ont dit. C'est qu'au niveau du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous avons compris très tôt que en fait, le numérique était vraiment un pilier pour renforcer l'employabilité des jeunes, comme l'a dit M. Diagne, pouvant leur donner l'opportunité de faire un choix, soit de s'insérer dans une entreprise ou dans une administration, ou alors de faire de l'auto-emploi, d'entreprendre. Parallèlement, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du numérique dans la formation professionnelle et technique, nous avons entrepris comment dirais-je, de réécrire, pas de réécrire, mais en tout cas de remixer un peu certains curricula qui avaient été écrits pour les mettre, disons, au goût du jour en y intégrant le numérique. Parallèlement, nous avons déjà écrit 2 programmes. Et d'ailleurs, j'invite les établissements, en tout cas ceux qui ont des BTS, à se rapprocher de nous. Nous avons écrit un programme en domotique, un programme en développement web et mobile. Et également, là, nous sommes en train de finaliser 3 autres programmes en BTS marketing digital, en BTS e-business et en BP infographie multimédia. Pourquoi cette information doit être mise en fait sur la table publique? Parce que tout simplement, beaucoup d'établissements font des programmes, font des filières sans avoir réellement un programme écrit, notamment selon l'approche APC, où ce sont les professionnels eux-mêmes qui sont invités à écrire avec les pédagogues les programmes. Donc, j'appelle vraiment les écoles qui le souhaitent à se rapprocher de notre direction pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là et pourquoi pas travailler la main dans la main pour que le numérique devienne réellement un pilier pour l'employabilité des jeunes Sénégalais. Merci encore Ousmane pour le grand travail que tu abats pour l'écosystème. Merci, on essaie de le faire à notre manière avec les moyens dont nous disposons évidemment. Merci beaucoup Maïmouna Leye Diakhaté du ministère en charge de la formation professionnelle au niveau du Sénégal. Karasamb, quelques mots à vous. Merci beaucoup Ousmane. Je salue l'assistance et l'ensemble des panélistes qui sont là pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'abattre. Et j'avoue que ce que je vois ici, c'est pratiquement les hommes de métier qui sont là. Mais j'en profite tout simplement pour peut-être, si le directeur de la formation nous le permettre, de l'inviter en tant que directeur de la formation, et aujourd'hui qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, de parvenir en fait un peu à contrôler les établissements, parce que le seul problème, je pense, aujourd'hui que nous avons, c'est qu'il y a une pléthore d'écoles qui ouvrent présentement et qui ne donnent pas les mêmes volumes horaires de formation et sur les différents modules que ces écoles-là déroulent. Et là,
ça casse carrément en quelque sorte même les différents profils qui vont sortir. Je rejoins en fait mon ami Diagne qui disait tout à l'heure, l'entreprise attend pratiquement à avoir des profils et de très bons profils, mais si aujourd'hui, par exemple, le directeur accompagner toutes les écoles à calibrer leur module de formation en donnant en fait des heures qu'il faut pour permettre, par exemple, en fait, à avoir des profils de sortie égal, je pense que ça aussi, ça allait en fait donner une satisfaction pour tous les établissements et même l'entreprise de manière générale. Je pense que je ne vais pas dire en fait au directeur de faire la police sur ces jeunes écoles-là qui viennent de commencer, mais ça va vous permettre vraiment en fait d'avoir à l'avenir de très, très bons profils. Donc moi, Ousmane, je voudrais vraiment que ces écoles-là s'alignent sur toutes les grandes écoles-là que vous avez aujourd'hui sur ce panel pour discuter par exemple sur les débouchés entre autres. Merci. Une présentation peut-être de vous pour donner une idée à ceux qui vous écoutent, Kara Sambou. Voilà, bon, moi je suis doctorant ingénieur en génie logiciel, formateur aussi pratiquement dans certaines écoles de la place. Merci, monsieur Kara Sambou pour cette belle intervention. Bara Diop. Bonjour Ousmane. Bonjour. Bonjour à l'assistance. D'abord, je remercie pour vos brillantes présentations. Merci. Je remercie le président Noureddine Diagne, qui est notre président. Je remercie également le directeur général, M. Adamou, de l'SMT, l'école qui m'a formé en cycle ingénieur des travaux et télécommunications, qui est un centre d'excellence, une école de renommée qui a formé pas mal d'ingénieurs, de cadres des télécommunications au Sénégal et partout en Afrique. Je pense que pour cet après-midi, le thème de ce webinaire est très important. Et vraiment, c'est un thème d'actualité. Au moment où on parle du chômage des jeunes, au moment où l'État parle des programmes pour l'emploi des jeunes, je pense qu'il est important qu'on mette l'accent surtout sur les formations qui sont dispensées au niveau des écoles. Tout récemment, je l'ai dit quelque part, je pense qu'aujourd'hui, les écoles doivent avoir une vocation de former des entrepreneurs et non des salariés. Et cela requiert quand même des ressources humaines de qualité, bien formées, un corps professoral bien formé, qui est soit recruté au niveau des entreprises ou bien au niveau de l'académie des docteurs et autres dans le domaine de la recherche. Je pense que si on fait cette symbiose-là, nous parviendrons à avoir des élèves bien formés qui, dès leur première année, ils doivent avoir l'idée comme quoi qu'ils doivent être des Bill Gates, ils doivent être des Steve Jobs. Et cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail à travers des séminaires, des formations, des ateliers où des experts comme Noureddine Diagne et autres viendront leur expliquer leur parcours, leur expliquer les qualités, les soft skills qu'on doit avoir pour réussir dans la vie. Et cela, je pense que va participer à un taux de réussite important et à un taux d'absorption important. Merci beaucoup Bara pour cette intervention. Il y a M. Papa Amadounia qui lève la main. Je n'oublie pas non plus que Fallundo est du côté de Subdeco. Aujourd'hui, il y a une réalisée, dématérialisée. Bara? De connaître une transformation, les étudiants même doivent Nous avons quelques soucis avec Bara. Peut-être le temps qu'il revienne, sachant qu'il nous reste peu de temps pour ce panel. Papa Amadou Niang. Oui, je dis que les qui leur sont offerts. Oui. Papa Amadou, une seconde, permettez à Bara de terminer, puis vous prenez la parole. Bara Diop. Ok, bien. D'accord. Je voulais juste dire qu'il faut qu'on forme, qu'on essaie d'éduquer. Apparemment, les étudiants aient une éducation
aubaine pour eux. Oui. C'est une aubaine pour notre... Papa Amadou? C'est un levier important de croissance. Voilà. Je m'arrête là, vu qu'on a un problème. Voilà. Merci Bara Diop, et désolé pour ces soucis de connectivité. Papa Amadou Niang? Voilà, merci beaucoup à M. Gueye Ousmane. Donc, bonsoir à M. Gueye Ousmane, bonsoir à M. Diagne, bonsoir à mon collègue M. Thierno Birahim Samb, vice-président du groupe ISI, chargé des partenariats, alors responsable du département réseau et système. Alors, bonsoir à M. Adamou de l'ECMT, n'est-ce pas? Bonsoir aussi à notre collègue de Subdeco, d'accord? Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir fait partir effectivement donc de cette rencontre du binaire, oui. Alors qui tourne sur la digitalisation, donc en fait de façon globale, et par rapport à l'adéquation de l'offre de formation avec les besoins des entreprises. Alors, M. Samb Birahim l'a si bien dit dans son intervention. Alors, à l'ISI, nous avons effectivement un département dédié et j'en suis le responsable. Je suis le responsable du centre de formation en entreprise CFE du groupe ISI et je suis exclusivement chargé de veiller, n'est-ce pas, donc à la tenue permanente, n'est-ce pas, donc des formations pour les entreprises qui nous font confiance ou qui font passer effectivement leurs demandes par le 3FPT ou par l'ONFP. Donc, c'est ce que je fais du matin au soir en matière d'offres techniques, en matière d'offres financières et en matière aussi de tenue de ces programmes, de ces rencontres. Ça peut être en interne comme en externe avec toute la logistique ici. Voilà. Mais s'agissant maintenant de l'adéquation formation-emploi, comme M. Samb l'a dit, moi je crois qu'à l'intérieur du groupe ISI, alors nous sommes déjà dans cette dynamique. Parce que dans le cadre de l'élaboration de nos programmes sous l'égide du directeur pédagogique, M. Ababacar Ndiaye, alors, très souvent, donc, nous recevons la visite effectivement donc, des professionnels qui sont associés, d'accord, à l'établissement des socles de programmes, d'accord, avec le corps professoral, donc l'administration, et à l'issue de ces rencontres, ces documents sont paraphés et déposés au niveau des ministères de tutelle, effectivement, pour validation. Oui. Et tous les programmes que nous déroulons en interne actuellement, donc, ont fait l'objet de validation par les autorités, effectivement, donc, externes. Qui plus est... Rapidement, monseigneur. Il y a un autre module que nous développons peut-être en parallèle. Oui. Donc, un autre module que nous développons en parallèle, ce qu'on appelle le module de recherche d'emploi et entretien d'embauche. Ça rentre aussi dans le cadre de la digitalisation parce qu'une fois que l'étudiant est préparé, donc par rapport aux aspects techniques que le professeur lui donne en classe, il y a pratiquement une autre préparation derrière qui consiste à lui apprendre ce qu'est l'atelier CV, alors ce qui est effectivement l'atelier structural, donc la lettre de motivation, des lettres de motivation versus suite à une candidature spontanée, suite à une annonce. Oui. Et la confrontation par rapport à la situation de recrutement réel, ce qu'on appelle l'entretien proprement dit. Et à l'issue de ça, ces documents sont effectivement stockés dans leur boîte mail, faisant qu'à chaque fois qu'ils font face à une offre de formation immédiate, ils pourront immédiatement, là où ils se trouvent, que ce soit dans un cas rapide ou à l'école, au bureau, à la maison, ils pourront se connecter rapidement et envoyer la demande sans problème, après modification, bien évidemment, du destinataire. Donc, je remercie vraiment M. Samb et l'ensemble des participants. Donc, pour m'avoir donné la parole, je vous remercie, M. Gueye. Merci. Merci à vous, Papa Amadou Niang. Oui, merci, M. du groupe ISI. Alors, je vois que sur la liste, j'ai Thierno Birahim de ISI toujours, Dr Fallou Ndoye de Subdeco et Mohamed Sangaré de l'ISM. Mohamed Sangaré? Mohamed, la parole à vous pour réagir un peu à tout ce qui a été dit ou partager avec nous une préoccupation qui vous est propre. Bien sûr. Alors, merci beaucoup à votre participation, les gens qui ont levé la main. Dans leur exposé, effectivement, il y a des problématiques que j'ai pu soulever, notamment la question qu'on avait déjà abordée tout à l'heure sur l'insertion, mais aussi sur le panel de programmes que les uns et les autres ont sur le marché. Mais je pense que quand j'allie ces deux points, il y a du bon. C'est mon analyse, il y a du bon, parce qu'au moins, on ne pourra pas se plaindre qu'il n'y a pas d'offre de formation. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il va falloir peut-être peaufiner cette analyse-là. C'est de voir exactement, selon les étudiants qui sortent de ces différents programmes, quels sont vraiment ceux qui réussissent. Et là,
C'est vrai que l'État a une part à jouer là-dedans, mais je pense que c'est d'abord à nous autres écoles de formation d'essayer de cartographier un peu cela. Le cas de l'ISM, il y a un service qui est affilié à suivre tout simplement les alumni, ce qui nous permet de dire quelques chiffres à ma connaissance. Maintenant, sur le plan global, ils pourront vous le donner concrètement. Oui. Donc, moi, je dirais à tout le monde encore merci et la réflexion est toujours ouverte et le numérique ne fera que grandir. Donc, déjà, le sujet est un sujet qui parle de ça. Donc, l'impact, qu'en pensons-nous de l'impact? L'impact est qu'il faut qu'on aille encore plus dans le numérique. Voici ma réponse. Merci, Dr Falundoy de Subdeco. Oui, Ousmane, moi j'aimerais juste intervenir en fait sur un point concernant l'entrepreneuriat qui a été soulevé. Donc effectivement, l'entrepreneuriat vraiment est un levier important pour l'insertion en fait de nos diplômés et nous vraiment nous l'avons très vite compris et nous avons aussi disons intégré en fait ce volet-là dans notre programme de formation. Déjà à Subdeco, on a un incubateur qui accompagne en fait nos étudiants dans leur projet de création d'entreprise. Et aussi, on a dans nos offres de formation ce qu'on appelle en fait l'hybridation en fait des enseignements avec des cours à la fois techniques mais aussi des cours de management, de connaissances d'entreprise pour faciliter en fait, disons, l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est ce qui nous a permis de remporter à plusieurs reprises, par exemple, le concours Challenge Gaïndé d'Amine, donc je pense au Paul de Michel Diagne. Je pense que la dernière édition, c'est Subdeco qui l'avait remporté avec une autre école. Donc je pense que ça, j'y insiste en fait, c'est un volet, c'est un levier vraiment sur lequel il faut appuyer vraiment pour faciliter en fait, l'insertion de nos jeunes. D'ailleurs, en donnant en fait le chiffre du taux d'insertion, en fait, ça prenait en compte cela, ça prend en compte à la fois les étudiants qui ne vont pas intégrer l'entreprise mais vont décider de créer leur propre entreprise et à la fois aussi les étudiants qui souhaitent poursuivre en fait des études peut-être dans d'autres domaines. Donc vraiment, j'aimerais vraiment revenir sur l'entrepreneuriat, surtout aussi que le numérique vraiment marche bien avec l'entrepreneuriat en fait. Donc il y a beaucoup de startups qui existent déjà et je sais qu'il y a pas mal d'innovations en fait possibles dans plusieurs secteurs d'activité en fait. Voilà. Merci Fallou. Alors je vais terminer avec les deux doyens de cette session, Ibrahim Nour Diagne et Abdou Fall, directeur de la formation professionnelle. Mais je donne d'abord la parole à Thierno Birahim de Easy, du groupe Easy. Oui, merci Ousmane encore de m'avoir donné la parole. Donc, merci chers internautes. Donc, ce qu'on retient, Ousmane, donc on voit que le métier du numérique recherche des techniciens et des spécialistes effectivement qualifiés. Donc, la branche a vraiment besoin d'être soutenu et vu aussi la croissance dans le domaine. Donc, je pense qu'il faudra effectivement que les écoles, les écoles, universités et entreprises tendent effectivement dans ce domaine-là. J'aimerais aussi, Ousmane, préciser pour les internautes qui nous écoutent, c'est important qu'ils sachent c'est quoi effectivement le métier du numérique. On en parle. Quand on parle de métier du numérique, on pense qu'effectivement, c'est les gens qui ont fait le bon, l'école, les universités qui doivent effectivement se lancer. Donc, il faut savoir que le métier du numérique n'est pas effectivement dirigé, orienté uniquement tout ce qui est l'informatique. Donc, le métier du numérique touche à tout.
Donc, ça peut toucher l'agriculture, l'élevage et tout. C'est important d'édifier ça aux jeunes. C'est important de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent. Parce qu'actuellement, c'est le digital. Les gens parlent, on parle de digital, mais beaucoup, je disais peut-être 15% ou 20% des Sénégalais, plus de 50%, je veux dire, ne maîtrisent pas ou bien ne connaissent pas effectivement c'est quoi effectivement le métier du digital. Donc, c'est moi, sur ces mots-là que je vais effectivement terminer, tout en vous remerciant et en remerciant tout le monde, hein, donc les différents panélistes qui sont avec nous, professeur Diagne et le docteur Fall, voilà, et tout le monde, hein, et les directeurs d'école qui sont avec nous. Et je ne saurais aussi terminer sans effectivement remercier le président directeur général du groupe, M. Abdou Samb, qui ne ménage aucun effort sur l'accompagnement et sur la diversification des offres de formation dans l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Thierno Samb. Désolé pour ces problèmes de connexion. On ne vous a pas entendu un peu sur le dernier seconde, mais on a compris. La parole à Ibrahim Noureddine Diagne avant la conclusion du directeur de la formation professionnelle. Ibrahim. Oui, merci Ousmane. Je pense que l'essentiel a été dit, hein. On est dans un carrefour, on est dans un monde qui se démondialise pour se remondialiser. Donc, on est dans des compétences et des technologies qui sont en train de faire évoluer les entreprises. On est dans une tendance à l'entrepreneuriat qui est de plus en plus prépondérante dans tous les systèmes productifs. Donc, c'est vraiment un carrefour. Je pense que début des années 2020, début de la décennie 2020, c'est franchement le bon moment pour se poser des questions et ouvrir les réflexions stratégiques et faire des constructions quand même assez solides parce que c'est des tournants, hein, et quand on les rate, ben, finalement, on continue à poursuivre l'avenir sans pouvoir en bénéficier. Donc, je salue tous les participants, je salue tous les panélistes, avec ma sœur, Madame Diakhaté également, qui est une militante de la formation et du digital. Et voilà, je te redis toute ma disponibilité, Ousmane, à contribuer à ces réflexions pertinentes qui peuvent apporter énormément de valeur ajoutée à nos pays. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000. Abdou Fall, directeur de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Je voudrais, avant donc de terminer, revenir un peu sur l'insertion, parce que qui est un élément qui est extrêmement important, parce que c'est l'aboutissement de tout ce que nous sommes en train donc de faire. Oui. Mais je regrette quand même de constater que le maillon faible, c'est l'insertion. Quoi que l'on puisse dire, aujourd'hui, nous avions fait dans un passé très récent une enquête qualitative pour voir un peu le nombre d'insérés après les formations qui ont été développées dans les établissements d'une manière générale. Mais on se rend compte qu'il y a deux niveaux. Il y a ceux qui sortent avec un diplôme d'État, qui ont un taux d'insertion plus élevé que les autres, qui ont donc des diplômes d'école et autres. Et ça doit quand même alerter. Et pour dire tout simplement, et c'est ce qui nous a permis de revoir un peu le cahier de charges des établissements privés de formation professionnelle et technique, et d'y introduire une clause pour l'autorisation maintenant d'ouverture donc de ces établissements-là, que si les établissements ne font pas de diplôme d'État, on ne les délivre pas d'autorisation. Parce que ça nous permet derrière de faire quoi? Ça nous permet de réguler sur les programmes de formation. Aujourd'hui, dans tout le milieu de l'éducation et de la formation, on sait qu'on est on évolue maintenant selon l'approche par les compétences. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
tous les programmes qui sont élaborés avec le monde de l'entreprise. Depuis les analyses en situation de travail, les référentiels métiers, les référentiels compétences, évaluation de formation. Et ce qui nous permet au moins d'avoir un programme pertinent en rapport avec donc, les besoins de l'entreprise. Ce qui fait qu'au niveau des établissements, que ce soit public comme privé, il faut nécessairement que l'on retrouve cette orthodoxie dans l'élaboration des programmes. On ne peut plus continuer à élaborer des programmes suivant les nouvelles tendances, ou bien tout simplement nous avons de nouvelles formations. Voilà, on se met entre 4 professeurs et 5 apprenants pour écrire un programme. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on remette un peu en cause pour avoir véritablement des taux d'insertion. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis, par exemple, au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, des programmes tels que le programme École-Entreprise, où on aura 80% à l'entreprise et 20% au niveau donc, des établissements de formation professionnelle. Et quelqu'un l'avait dit tantôt, il faut nécessairement que l'on aille vers des formations, ce que j'appelle des flexi-formations. C'est-à-dire qu'après avoir donné une formation initiale à des étudiants, à des apprenants, il faudrait les accompagner vers l'insertion. Accompagner vers l'insertion, cela veut dire quoi? Accompagner vers l'insertion pour un emploi salarié ou bien pour un auto-emploi. Et pour ces 2 cas, il y a des dispositifs qui sont connus. Il faudrait que l'on s'approche au niveau donc, de ces dispositifs-là qui sont connus pour permettre véritablement de booster encore une fois le taux d'insertion. Parce qu'aujourd'hui, si je prends une étude récente de l'ADEA, qui est une association pour le développement de l'éducation et de l'éducation au niveau donc, africain, on se rend compte qu'il y a 475 millions de nouveaux métiers à créer d'ici au cours des 10 années à venir. Ça veut dire que donc, le numérique a de l'espace. On a vraiment des niches d'emploi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nécessairement qu'on aille vers le renforcement en infrastructure et équipement de nos établissements de formation professionnelle de dernière génération. Il faut qu'on forme les formateurs, former les formateurs dans les nouvelles techniques d'approche pédagogique, mais aussi sur les techniques standards. Et il faut aussi nécessairement que l'on repense l'élaboration des programmes de formation par rapport à l'économie numérique et les usages du numérique. Ça, c'est extrêmement important. Et pour pouvoir recréer vraiment tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, le modèle économique vraiment du numérique pour prendre en charge toutes les dimensions qui sied à ce niveau-là. Vraiment, je voudrais terminer par cela pour dire qu'aujourd'hui, il va sans dire qu'avec le taux important de jeunes au niveau donc du pays, l'entrepreneuriat devient une voie absolument nécessaire. Et pour cela, il faudrait que l'on modélise le schéma. Ici, au niveau de la formation professionnelle, en tout cas, on est en train de travailler sur un cadre méthodologique qui nous permettra après, avec tous les acteurs, que ce soit de la formation professionnelle comme au niveau de l'éducation, de véritablement avoir donc des lignes d'action qui nous permettront d'aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, je pense que c'est de booster le taux d'insertion donc de nos apprenants par-delà de la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie vraiment de ce panel qui a été très intéressant parce que ça nous a permis non seulement d'être en contact avec des acteurs que nous connaissons déjà, mais de nouveaux acteurs. Et je pense que dans nos plans d'action que nous allons dérouler, nous emprunterons toutes les belles idées qui sont sorties au cours donc de ce panel. Je vous remercie encore véritablement d'avoir mené de main de maître ce panel fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur. De main de maître, je ne suis pas très convaincu parce que j'étais intimidé par tous ces grands noms du secteur de la formation au Sénégal, ailleurs.
Merci à vous, Abdou Fall, directeur de la formation professionnelle au ministère du même nom au Sénégal. Je vous remercie d'autant plus que vous n'étiez pas très bien préparé à ce panel. Je parle d'un point de vue annonce, parce que nous vous avons saisi presque à la dernière minute. Et en dépit de tout, vous avez quand même accepté de prendre part à ce panel parce que souvent, je m'amuse avec mes amis en disant que ce que l'on maîtrise très bien, même si on nous réveille à 4 heures du matin, il suffit de se tirer du lit pour pouvoir en parler parce que simplement, ça fait notre quotidien. Merci à vous, Abdou Fall. Merci au directeur général de l'École supérieure internationale des télécommunications. Merci à Maïmouna Leye Diakhaté. Merci à Ibrahim Nour Diagne, administrateur général de Gaïné 2000, qui est un des grands partenaires stratégiques de cette série de panels. Merci à Thierno Birahim Samba, qui est du groupe ISI, l'Institut supérieur d'informatique. Et à travers lui, nous remercions évidemment le PDG, M. Samba du groupe ISI, qui suit évidemment ce panel. Merci à Dr Falondoy, qui est le directeur du pôle numérique de Subdeco, qui a un autre titre, mais c'était tellement long, je le dis, mais docteur, s'il vous plaît, essayons d'avoir un titre qui puisse figurer sur l'infographie. Merci à lui et merci à Abdou Diouf, au président Abdou Diouf, qui n'est pas ici président, mais directeur général du groupe ISM, qui a désigné M. Mohamed Sangaré pour le représenter. Et à travers toutes ces personnalités, je remercie les écoles qui se sont mobilisées pour prendre part à ces panels, suivre ces discussions. Merci à tout le monde et merci infiniment au groupe ISI qui m'a reçu dans ses locaux à Dakar pour tenir ce panel à partir de son studio. Et merci globalement, je veux dire, à l'ensemble des acteurs qui nous supportent, qui nous soutiennent dans le cadre de ces après-midi de la tech que nous avons lancé il y a 10 mois. Avant, ça s'appelait Covitech pour faire allusion au coronavirus. Mais après, on n'a pas voulu retenir un nom qui soit péjoratif ou négatif. Et nous avons fini par les appeler les après-midi de la tech. D'ailleurs, je partage là, et c'est déjà fait aussi dans le champ de la conversation, le nom de la chaîne YouTube pour suivre toutes ces belles vidéos que nous avons pu mettre au point. Pas nous, mais l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent, qui acceptent de prendre part à ces panels. Vous serez surpris avec notamment des participations même d'ambassadeurs, de gouvernements, avec l'Estonie qui avait envoyé une délégation gouvernementale pour prendre part, notamment un panel qui a porté sur l'administration numérique, la e-administration comme on dit au Sénégal. D'autres panels, j'espère que vous serez très très sensibles à toutes ces thématiques que nous avons évoquées tout au long de ces 10 derniers mois, bientôt un an, pour ces après-midi de la tech. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain. Nous serons le 24 mars 2021. Nous allons parler de tout à fait autre chose. Restez sur nos plateformes digitales. Vous serez mis au courant de ce que nous faisons. Merci à tout le monde. Je rappelle et précise que ce panel va faire l'objet d'un replay sur nos plateformes digitales dans la soirée. Merci et puis à mercredi prochain. Merci, au revoir.